This is CNN Breaking News. And we're following the breaking news. President Trump saying he is now doubling the tariffs on Canadian aluminum and steel as markets reel for a second day in a row. The Dow Jones down now. Take a look at this. You see the Dow is way down, getting close to 600 points now, 622 points down right now, 622. It's all fueled by the enormous uncertainty over the president's trade war. Joining us now, CNN White House reporter Elena Treen. Elena. Certaines mesures ne surprennent pas par leur impact immédiat, mais par la manière dont elles mettent en évidence des déséquilibres auparavant considérés comme normaux. Le 11 mars 2025, la province canadienne de l'Ontario a annoncé une augmentation de 25% du tarif de toute l'électricité exportée vers les États-Unis. La mesure a été présentée comme un ajustement technique, mais elle s'est rapidement révélée être un tournant dans les relations entre deux des partenaires commerciaux les plus intégrés au monde. Le communiqué a été publié par le bureau du Premier ministre provincial et transmis simultanément aux opérateurs de réseaux électriques des États américains de New York, du Vermont et du Michigan. Le contenu était direct, mais le sous-entendu a été immédiatement compris par les acteurs du secteur. L'ère de la neutralité énergétique était révolue. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La riposte n'a pas pris la forme d'un embargo, mais d'un calcul. Taxer l'électricité, en particulier celle qui circule sur des réseaux interconnectés depuis des décennies, n'est pas seulement un geste économique, c'est un tournant réglementaire. La réaction à Washington a oscillé entre prudence et hésitation. Le ministère de l'Énergie a publié un rapport préliminaire signalant les risques potentiels de pression tarifaire sur les consommateurs finaux dans les régions dépendantes de l'approvisionnement canadien. La Maison-Blanche a quant à elle opté pour une réponse indirecte, déclarant que les actions unilatérales dans des secteurs stratégiques peuvent compromettre la prévisibilité des accords multilatéraux. Il n'y a eu aucune mention directe de la province de l'Ontario. Mais en coulisses, on estimait que ce geste représentait plus qu'une simple riposte à la politique tarifaire de Donald Trump. Il redéfinissait le rôle de l'énergie en tant qu'instrument diplomatique. Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'USMCA, l'accord qui a remplacé l'ALENA, un partenaire signalait sa volonté d'utiliser les matières premières comme mécanisme d'influence géopolitique. Et l'enjeu n'était pas seulement les mégawatts, mais aussi la confiance. Dans les États américains les plus touchés par cette mesure, les maires et les conseillers d'État ont mobilisé leurs comités sur l'énergie et le climat. À Albany, dans l'État de New York, des réunions extraordinaires ont été convoquées pour revoir les contrats d'approvisionnement. À Détroit, les syndicats du secteur automobile se sont interrogés sur l'impact que l'augmentation des coûts énergétiques pourrait avoir sur les usines qui opèrent avec des marges réduites. À Chicago, les dirigeants communautaires ont mis en garde contre un éventuel effet domino sur les services publics. Les câbles de transmission entre le Canada et les États-Unis, auparavant invisibles aux yeux du grand public, sont devenus des lignes de tension géopolitique. Cet épisode a coïncidé avec une période déjà marquée par des tensions commerciales. En janvier, l'administration Trump avait mis en place des droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques importés, justifiant cette mesure par la défense de l'industrie nationale. Le gouvernement canadien a d'abord répondu par des notes diplomatiques, mais les signaux envoyés par l'Ontario ont montré que la réponse ne se limiterait pas à la rhétorique. Le gouvernement de Mark Carney, connu pour son profil technique et discret, a autorisé en interne la révision de toutes les subventions accordées aux produits américains. L'énergie a été la première concernée. D'autres secteurs suivraient. Ce type d'analyse continue, axée sur les faits et les structures institutionnelles, aide à comprendre ce qui est en jeu au-delà des gros titres immédiats. Si vous appréciez ce type de suivi, pensez à suivre cette chaîne pour ne pas manquer les développements.
Au moment même où l'Ontario annonçait la surtaxe, une réunion à huis clos se tenait à Ottawa avec des représentants du ministère du Commerce international, du ministère de l'Énergie et du Conseil de sécurité stratégique. L'objectif était d'anticiper les scénarios. Parmi les documents discutés figurait une analyse confidentielle sur le degré de dépendance énergétique des États-Unis. Le rapport indiquait que dans des régions telles que la Nouvelle-Angleterre et les Grands Lacs, jusqu'à 20% de l'énergie consommée en hiver est d'origine canadienne. À partir de là, cette mesure a cessé d'être considérée comme une provocation régionale. Elle a été interprétée comme une réorientation stratégique. Au Congrès américain, les positions publiques ont reflété un certain malaise. Les parlementaires démocrates des États frontaliers ont plaidé en faveur du dialogue et de la négociation, soulignant que l'augmentation des tarifs douaniers pourrait aggraver la stabilité économique déjà fragile dans les zones industrielles. Les parlementaires républicains, en particulier ceux proches du cercle de Trump, ont quant à eux interprété cette mesure comme du chantage et ont préconisé des représailles. Mais même parmi les alliés du président, des réserves ont été émises quant à l'efficacité d'une escalade du conflit. La complexité des chaînes d'approvisionnement, l'interdépendance énergétique et les risques inflationnistes ont créé un climat d'incertitude qui a freiné les réactions précipitées. Pendant ce temps, le gouvernement canadien cherchait à obtenir un soutien interne. Dans la province de Québec, Hydro-Québec a commencé à revoir ses contrats avec les distributeurs américains. En Colombie-Britannique, la question a été soumise à l'Assemblée législative, par le biais d'une motion demandant la suspension des exportations en cas de nouveaux tarifs américains. Le discours qui était auparavant concentré à Ottawa commençait à se répercuter dans les provinces. La décentralisation de l'initiative conférait au mouvement un caractère structurel et non plus seulement réactif. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'annonce de l'Ontario n'a pas été traitée comme un événement isolé. Elle a été présentée comme le signe avant-coureur d'une phase plus affirmée de la politique étrangère canadienne. Une phase où la prévisibilité à elle seule ne serait plus suffisante, et une phase où les États-Unis, pour la première fois depuis des décennies, devraient réévaluer ce que signifie dépendre d'un allié qui revendique désormais son autonomie stratégique. À partir de là, la décision canadienne a été interprétée comme s'inscrivant dans le cadre d'une reconfiguration plus large de la politique institutionnelle nord-américaine. L'augmentation des droits de douane sur l'énergie exportée par l'Ontario a non seulement créé des tensions entre Washington et Ottawa, mais a également suscité des réactions sur plusieurs fronts gouvernementaux, techniques et commerciaux. Au ministère américain du Commerce, les analystes ont commencé à examiner l'impact des mesures canadiennes sur les secteurs industriels vulnérables, en particulier l'automobile, dont la chaîne de production est intrinsèquement liée à la structure logistique du corridor Ontario-Détroit. Il ne s'agissait pas d'un simple différend tarifaire, il s'agissait de la mise en évidence d'une dépendance mutuelle qui, pendant des décennies, a fonctionné sur la base de principes de stabilité et de continuité. En utilisant l'énergie comme moyen de pression, le gouvernement canadien a clairement indiqué que la prévisibilité institutionnelle ne serait pas maintenue à tout prix. C'est dans ce contexte que la décision qui a suivi prend tout son sens. La révision des incitations fiscales accordées aux véhicules électriques américains sur le territoire canadien. Bien que techniquement viable et légalement fondée, cette mesure touchait l'une des entreprises les plus emblématiques de la transition énergétique américaine, Tesla. L'impact ne se limitait pas à la marque. Le retrait des subventions représentait une rupture avec le modèle jusqu'alors dominant de coopération technologique entre les deux pays. D'autant plus que selon les données de l'Agence canadienne du commerce extérieur, Tesla représentait à elle seule plus de 30% des ventes de véhicules électriques importés dans le pays. Le message institutionnel était clair. La réciprocité ne serait plus présumée. Ce nouveau mouvement a également provoqué des bouleversements dans la structure politique interne des États-Unis.
Les gouverneurs des États industriels ont entamé des consultations avec leurs représentants au Congrès afin d'évaluer les effets sur l'emploi et les investissements locaux. Dans le Michigan, le cabinet de la gouverneure a envoyé un mémorandum alertant sur la possibilité de réduction des équipes de production si les flux de pièces et de matières premières en provenance du Canada étaient affectés. Dans l'Ohio, des dirigeants du secteur automobile ont demandé au département fédéral du commerce de ne pas mettre en œuvre de nouvelles mesures tarifaires avant d'évaluer les effets secondaires sur les chaînes binationales. La convergence des alertes provenant de différents niveaux de gouvernement témoignait d'un changement de perception. La politique commerciale avec le Canada cessait d'être une variable contrôlée pour devenir un facteur d'instabilité. Du côté canadien, le discours officiel est resté technique. Le cabinet du Premier ministre Mark Carney a déclaré que toutes les mesures étaient prises conformément aux engagements internationaux du pays. Mais en coulisses, les choses bougeaient différemment. Le Conseil de sécurité économique, organe consultatif lié au Premier ministre, s'est mis à se réunir chaque semaine pour examiner les flux d'exportation et proposer des mesures de restriction dans certains secteurs. Selon des sources citées par la presse canadienne, une liste de contre-mesures a été établie, allant des produits agro-industriels aux intrants technologiques. Cette systématisation renforçait l'idée que la réponse d'Ottawa était planifiée, évolutive et institutionnalisée. La répercussion sur la scène internationale a été immédiate. L'Union européenne a envoyé des représentants à Ottawa pour discuter des possibilités de réorientation des exportations canadiennes. Le Japon a manifesté son intérêt pour l'élargissement des accords bilatéraux concernant le secteur agroalimentaire. L'Allemagne a proposé la création d'un groupe de travail chargé d'évaluer l'impact de la reconfiguration commerciale sur la matrice énergétique continentale. Le Canada, qui opérait historiquement en arrière-plan dans les négociations multilatérales, était désormais considéré comme un acteur d'équilibre, et non plus comme un appendice géoéconomique des États-Unis. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, selon plusieurs analystes institutionnels, les événements déclenchés par les tarifs énergétiques n'ont pas été considérés comme des réactions ponctuelles, mais plutôt comme les éléments d'un nouveau cycle stratégique, le déplacement de la dépendance énergétique vers l'arène commerciale, l'extension des représailles au-delà de l'énergie, la coordination entre les provinces et le gouvernement fédéral. Et surtout, la capacité à s'articuler avec des acteurs internationaux en dehors de l'axe traditionnel. Chacun de ces éléments a renforcé l'impression que la politique étrangère canadienne était en train de s'éloigner de son modèle historique d'alignement réactif. À la place de la déférence, la planification. À la place de l'attente, la projection. Parallèlement, l'impact sur la perception du public commençait à se manifester. Des enquêtes menées par des instituts indépendants ont révélé une baisse de confiance des consommateurs américains dans la stabilité des prix des denrées alimentaires et des carburants. Dans des États comme le Minnesota, le Wisconsin et la Pennsylvanie, on a observé une augmentation des consultations parlementaires sur les mécanismes de compensation pour les petites entreprises touchées par les fluctuations tarifaires. La tension n'était plus une donnée technique, mais faisait désormais partie du quotidien politique. Les indicateurs économiques, quant à eux, ont commencé à montrer les premiers signes d'un renversement de tendance. L'indice des prix à la consommation a légèrement augmenté dans les régions directement approvisionnées en produits canadiens. Le marché boursier a enregistré des variations anormales dans les titres du secteur automobile et agro-industriel. Bien que les effets en soient encore à leur début, la volatilité indiquait une perte d'ancrage dans l'horizon de prévisibilité institutionnelle. Dans ce contexte, la marge de manœuvre de l'administration Trump devenait de plus en plus étroite. La rhétorique de la force se heurtait aux limites d'une chaîne de production mondialisée. La menace de nouveaux tarifs douaniers était confrontée au risque d'une récession régionale auto-infligée. Et la pression politique intérieure augmentait à mesure que les coûts des choix institutionnels devenaient tangibles pour la population.
l'écart entre le discours et les conséquences se réduisait. Et, avec cela, le degré d'exposition institutionnelle des États-Unis face à leurs propres alliés devenait plus évident. C'est pourquoi, lorsque l'on suit ce type de repositionnement systémique, il devient encore plus nécessaire d'observer les développements avec une attention constante. Ce canal se propose de le faire avec rigueur, en tenant compte du contexte et avec une responsabilité analytique. Les observateurs présentent des évaluations différentes quant à la signification réelle du processus déclenché par la réponse canadienne. Pour certains analystes institutionnels, cet épisode peut être compris comme un mouvement défensif, s'inscrivant dans les paramètres habituels des relations internationales, dans lequel un pays réagit à des mesures unilatérales, au moyen d'instruments prévus, légitimes et compatibles avec le cadre multilatéral. Dans une autre interprétation, cependant, ce geste est considéré comme le signe d'un changement plus profond. Selon cette lecture, le Canada serait en train de mener une réorientation consciente et à long terme de sa position dans les structures de pouvoir de l'hémisphère. Cette réorientation ne s'expliquerait pas seulement par le tarif adopté en Ontario, mais par l'ensemble des décisions stratégiques prises depuis le début du gouvernement de Mark Carney. Le débat s'éloigne ainsi des conséquences commerciales immédiates pour se concentrer sur la signification systémique de ce mouvement et sur ce qu'il révèle de la diminution de la prévisibilité dans les relations avec les États-Unis d'Amérique. Les experts en droit commercial international soulignent que, considérées individuellement, les mesures canadiennes restent conformes aux engagements multilatéraux pris. Cependant, l'application successive et interconnectée de ces instruments suggère un modèle d'action qui, dans la pratique, fonctionne comme une stratégie de pression articulée. Il n'y a pas encore de consensus sur la possibilité de contester cet ensemble d'initiatives devant des instances juridiques internationales, telles que l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce. Sur le plan diplomatique, cependant, la perception d'un changement important se fait de plus en plus forte. En s'éloignant de la position traditionnellement marquée par la déférence, le Canada opère désormais avec moins de dépendance à l'égard de l'attente d'une réciprocité automatique et met davantage l'accent sur la capacité à mettre en œuvre des alternatives concrètes. Pour de nombreux observateurs, cela représente un déplacement de l'axe politique, passant de l'accommodation à l'initiative stratégique. Aux États-Unis, ce changement de position extérieure a entraîné des ajustements dans le discours public et la dynamique institutionnelle. Les gouverneurs, les sénateurs et les dirigeants municipaux ont commencé à s'exprimer plus directement sur les effets secondaires des politiques tarifaires menées par le gouvernement fédéral. Lors d'audiences au Congrès, les représentants des États à forte présence industrielle ont souligné le fossé croissant entre la rhétorique nationaliste et les impacts économiques perçus au niveau local. Les économistes liés au système de la Réserve fédérale ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité d'un ralentissement régional si le cycle de mesures et de contre-mesures se prolongeait. Pour les analystes institutionnels, ce scénario indique un repositionnement du conflit, qui cesse d'être principalement idéologique pour prendre un caractère fonctionnel. La controverse porte désormais sur la capacité à produire, distribuer et maintenir les normes de consommation. Dans ce contexte élargi, le conflit ne se limite plus au contrôle des flux commerciaux, mais concerne la légitimité des stratégies adoptées par les deux gouvernements. En insistant sur des actions unilatérales à fort impact, l'administration de Donald Trump fait face à des pressions internes de la part de secteurs qui dépendent directement des intrants, de l'énergie et des marchés canadiens. Le gouvernement de Mark Carney, quant à lui, en maintenant une position ferme, s'expose également au risque d'usure auprès des segments qui craignent les effets prolongés du conflit. Tous deux opèrent dans un environnement instable, où chaque décision peut élargir ou restreindre leur marge de négociation future. À ce jour, on n'observe pas de vecteur clair de convergence. Face à cette impasse, des propositions alternatives
commencent à gagner du terrain. Certains parlementaires américains préconisent l'ouverture de canaux de dialogue direct entre les congrès des deux pays, en dehors de la sphère du pouvoir exécutif. Des centres d'études et des instituts canadiens suggèrent la création d'un mécanisme permanent de coordination commerciale avec d'autres membres du groupe des 7, afin de réduire les vulnérabilités vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Il existe également des évaluations plus prudentes qui mettent en garde contre les risques d'une régionalisation excessive du conflit. Le point commun entre ces courants est la reconnaissance que le système international peut absorber des tensions prolongées, mais toujours avec des coûts importants en termes de réputation, de confiance et d'attraction des investissements. Les analystes liés au secteur productif attirent l'attention sur un risque de nature structurelle. La fragmentation progressive de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine, impulsée par la diversification accélérée des partenaires commerciaux du Canada. Avec les négociations en cours avec l'Allemagne, la France, le Japon et la Corée du Sud, la liste des exportations canadiennes tend à s'allonger, réduisant ainsi la probabilité d'un retour automatique au modèle d'intégration précédent. Cela indique que même une éventuelle détente diplomatique pourrait ne pas suffire à rétablir les niveaux historiques d'interdépendance. Dans ce scénario, la notion de réversibilité devient de plus en plus incertaine. Dans le même temps, des doutes persistent quant au degré de coordination entre les différentes sphères institutionnelles concernées. Le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique n'a pas de contrôle direct sur les réponses des gouverneurs et des législateurs des États. Au Canada, bien que le leadership de Mark Carney soit consolidé, le poids politique des provinces, en particulier l'Ontario et le Québec, ajoute de nouvelles couches de complexité au processus décisionnel. Dans les deux pays, le fédéralisme est un facteur de dispersion et d'imprévisibilité qui rend difficile la mise en place de solutions rapides. Il n'y a pas d'interlocuteur unique ni d'agenda pleinement intégré. Alors que les mécanismes formels tentent de s'adapter, la pression sociale s'intensifie. Aux États-Unis, les mouvements de consommateurs associent la hausse des prix aux politiques adoptées par le gouvernement fédéral. Dans les régions industrielles, les syndicats exigent désormais une plus grande transparence dans les négociations avec le Canada. Sur le territoire canadien, les producteurs manifestent leur soutien à la réorientation commerciale, mais alertent sur la nécessité d'investissements dans des infrastructures capables de soutenir de nouveaux marchés. La société civile, auparavant relativement éloignée de ce type de débat, en subit désormais directement les effets. Cet environnement ouvert, fragmenté et marqué par une forte tension institutionnelle, ne permet pas d'anticiper des résultats immédiats. Il témoigne néanmoins d'un changement de phase dans les relations bilatérales. Ce qui était auparavant considéré comme une coopération quasi automatique est désormais redéfini comme un espace de négociation explicite, avec des coûts, des risques et des compromis clairement assumés. Cette nouvelle étape exige un type distinct de surveillance institutionnelle, dans lequel les décisions locales peuvent avoir des répercussions internationales et les actes administratifs ponctuels peuvent déclencher des réalignements d'envergure mondiale. Si ce suivi vous est utile, restez avec nous. Nous continuerons à analyser les développements en prêtant attention aux structures, aux décisions prises et aussi aux absences qui contribuent à définir l'orientation d'un système en transformation.